Hey, salut, salut, salut! On se retrouve sur le café, c'est pour moi. Et en fait, vous m'avez manqué, hein. Vous m'avez manqué de fou. Franchement, j'ai mis du temps à refaire un autre épisode. C'était pas le cœur qui manquait. Le café, c'est pour moi, c'est vraiment mon activité plaisir. Je prends beaucoup de plaisir à enregistrer des podcasts, à échanger avec vous sur les podcasts que j'enregistre, que ce soit avec invité ou sans invité. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et effectivement, c'est aussi la chose la plus compliquée à faire pour moi parce que j'enregistre pas les épisodes chez moi. Puisque, comme vous le savez, j'ai deux petits monstres très bruyants à la maison. Et donc à chaque fois, c'est soit j'arrive à avoir 2 heures pour moi à la maison seule et je pense à enregistrer un épisode, soit comme ici, là je me rends dans les locaux de l'hôtel Le Cube à Paris, qui m'accueille et me prête une de leurs salles où je peux m'assurer d'être dans le calme et pouvoir enregistrer le podcast de la meilleure manière qu'il soit. Euh, vous m'avez pas demandé, mais je vous fais quand même un petit point actu, hein. J'ai été super occupée ces derniers temps. On a lancé un nouveau format d'événements, donc des conférences en présentiel, pardon, les Assises des Championnes. La première édition a eu lieu ce samedi 27 avril. C'était vraiment trop bien. J'ai eu plusieurs intervenantes. Je vous fais une grosse dédicace d'ailleurs. Je pense à Madame Jiane Erizi, Nabila Meniri, Imen Chaté, Sarah Djabala, donc voilà des psychologues, des psychonutritionnistes qui sont intervenus pour animer des conférences vraiment de qualité. C'était vraiment top. On a eu des bons retours, on est très très contents. Voilà. Et puis du coup là je suis de retour sur le podcast pour un épisode un peu pas comme les autres. Quand je dis un peu pas comme les autres, c'est, je pense, il y a de grandes chances que cet épisode, ça soit le podcast, voire ma prise de parole la plus intime. Vraiment. Premièrement, j'en ressens le besoin. Et deuxièmement, c'est toujours en fait dans l'optique de peut-être donner des clés à certaines personnes pour euh, penser peut-être certaines plaies. Et vous allez voir de toute façon. Alors vraiment, je ne sais pas si je peux dire que je vais livrer une partie de moi. En tout cas, je vais essayer de livrer une partie de mon histoire en respectant toujours ce que moi j'estime de l'ordre de l'intime, intime, extrême, quoi. Je sais qu'on a tous notre histoire. On a tous nos bagages, nos schémas, nos traumas, etc. Et je sais aussi que pour les personnes qui m'écoutent, j'ai du mal à l'accepter parce que je me dis, mais en fait, je suis personne. Mais d'un autre côté, tu sais, je me mens un peu à moi-même en mode où, ouais, je prends un micro, je fais des podcasts, je fais des stories, je raconte ma vie, on y répond. Tout le monde ne fait pas ça, effectivement. Donc voilà, je sais aussi que c'est un peu confus, c'est pas mesurable, pas compréhensible la manière dont je suis fière de celle que je suis devenue. Et bien que là ce soit pas le sujet, c'est vrai que des personnes qui ne me connaissent pas et qui passent comme ça sur une story ou sur une vidéo où je décide d'affirmer des choses en étant sûre de moi, etc. Ça fait un peu, oh la nana, elle a un ego surdimensionné, elle est égocentrique, elle a un but de sa personne, alors que pas du tout. En fait, je suis vraiment fière de celle que je suis devenue et je peux encore m'améliorer parce qu'en fait, j'y étais pas prédestinée. Quand je dis j'y étais pas prédestinée, enfin évidemment, je suis ma destinée. Je suis quelqu'un de très croyante et je sais que tout est écrit. Mais en tout cas, j'aurais vraiment pas parié sur celle que je suis devenue aujourd'hui. Franchement, comme beaucoup d'êtres humains, j'ai souffert. C'est la souffrance, hein, les peines qu'on a ressenties. Ça fait aussi qui on est. J'ai même l'impression qu'on apprend plus de ce qui nous a fait mal que de ce qui nous a fait du bien. C'est un peu ouf ce que je dis, mais moi, c'est comme ça que je vois le truc. Et en fait, je fais partie de ces gens qui ont extrêmement souffert de leur éducation. J'ai souffert de mon éducation. Ou en tout cas, de celle qu'on a tenté de m'imposer, on a essayé de tenter de me donner. En fait, voilà, j'ai passé ma vie à être en désaccord avec ce qu'on me proposait, ou finalement ce qu'on m'imposait. J'ai passé mon temps à trouver ça injuste. Vous savez, cette blessure profondément ancrée en nous, en fait, qui nous fait encore parfois agir, réagir à l'âge adulte. C'est la plus grosse blessure chez moi, la blessure de l'injustice. Et en fait, quand je dis que j'ai souffert de mon éducation,
comment dire? Je suis pas du tout en train de faire le procès de mes parents. Aujourd'hui, je suis en bon terme avec mes deux parents. Je sais pas ce que je ferais sans ma mère. C'était pas gagné, mais je suis aussi très présente dans la vie de mon père et tout. Donc, c'est vraiment pas dans le sens accablé parce que c'est des sujets. J'ai pas de mal, j'ai pas de mal à parler de ça. À dire que ouais, il faut qu'on déconstruise des choses et qu'on reproduise pas. Mais euh, je sais pas, je sais pas comment vous dire ça sans trop en dire, mais euh, mais ouais. En fait, j'ai souffert de mon éducation. Je vais commencer par là. Ce qui s'est passé, en fait, je pense, c'est que pendant un long moment, un très long moment, j'ai rejeté tout ce qui concernait ma culture. Et comme beaucoup de gens aujourd'hui, mais moi j'arrive à m'excuser par le fait que j'étais jeune, qu'il n'y avait pas les internet, les réseaux, les compagnies, enfin de la documentation facile quoi. J'ai rejeté ma culture et j'étais presque sur le point de même rejeter du coup ma religion qui aujourd'hui fait partie intégrante de moi. C'est la chose dont je suis la plus fière, c'est la chose que je prends en premier quand je dois prendre une décision dans ma vie, vraiment ma religion, ma foi, etc. Mais mon éducation, elle était telle que ouais, en fait, je rejetais ça. Je comprenais pas. J'avais du mal avec ce qu'on m'expliquait, le fait de devoir respecter des traditions, mais qui n'étaient pas les miennes et en fait qui n'étaient même pas les nôtres. Ce côté très conservateur, mais qu'est-ce qu'on conservait? Est-ce que c'est pour mon bien, ce que vous êtes en train de me proposer, ou est-ce que c'est juste pour être validé par des gens au-dessus qui ont fait comme ça, etc. Le fait qu'en fait, j'avais l'impression que nos parents, leurs parents, etc., n'apprenaient pas de leur erreur. Pendant longtemps, je trouvais que c'était des personnes, cette ancienne génération, pas courageux. Finalement, en fait, ils sont plus que courageux. Mais moi, je les trouvais vraiment pas courageux parce que je me suis dit, comment? En fait, là, tu es en train de faire quelque chose de grave, tu es en train de dire quelque chose de grave, tu es en train de casser quelque chose en moi, tu es en train de cacher quelque chose, je sais pas, mon petit frère ou quoi. Et en fait, tu le sais au fond de toi quand même, tu le sais au fond de toi que c'est pas ok, mais tu le fais quand même, tu vois. Parce que j'avais l'impression que pour ces gens-là, et en fait, je le sais aujourd'hui que pour ces personnes-là, la validation de leur père, elle était plus importante que la vérité. Et en fait, donc je le répète pour ceux qui n'ont pas écouté les autres épisodes, donc moi je suis d'origine algérienne, lointaine. Et pourquoi je dis algérienne lointaine et pourquoi est-ce que je comprenais pas ça? Parce qu'en fait, moi mes deux parents sont nés en France. Alors mon père a grandi en Algérie et tout, mais il est né en France, et ma mère elle est née en France, elle a grandi en France. Mais leurs parents à eux évidemment sont nés en Algérie, du côté paternel ils vivent encore en Algérie, etc. Bref, donc culturellement il y a quelque chose. Et l'histoire de l'Algérie, elle est lourde. Donc moi j'aime dire que l'histoire de tous les Algériens est lourde, qu'on ait un rapport direct avec l'histoire ou pas, et c'est dans nos gènes en fait, c'est comme ça. Les traumatismes des Algériens, les traumatismes d'un Algérien sont les traumatismes de tous les Algériens finalement. Et voilà, on a une histoire riche, on a une histoire lourde, on a une histoire bercée d'injustice. Donc forcément, c'est une blessure, c'est quelque chose qu'on retrouve chez un peu tous les Algériens, à des degrés différents, exprimés de manières différentes, etc. Et c'est vraiment pas du tout un podcast pour faire quelque chose de nationaliste, de dire ouais, vive l'Algérie, c'est bien et tout. Justement, c'est là où je veux en venir. C'est que pendant très très longtemps, mais vraiment, je le dis, alors attention, il faut vraiment pas s'arrêter à cette parole de manière isolée, mais pendant très très longtemps, je détestais tout ce qui avait un rapport à l'Algérie. J'ai vécu tellement des choses injustes et mauvaises en fait, et j'ai vu tellement de choses injustes et mauvaises justifiées par des personnes qui parfois donc appartenaient à la culture algérienne, enfin avaient comment dire appartenait à la communauté algérienne et qui expliquait que c'était comme ça chez nous c'est comme ça qu'on fait, etc., que je me suis dit, attendez, si il y a 3, 4, 5 personnes qui persistent à faire ça et qui m'expliquent que c'est comme ça chez nous, c'est qu'en fait, il y a un problème avec ce peuple, finalement. Et moi, je ne connaissais pas. Donc, d'une bonne partie de mon enfance à l'adolescence, je détestais l'Algérie. J'avais pas de bons souvenirs de mes voyages en Algérie. J'avais pas de bons souvenirs des personnes algériennes proches de moi, etc. Donc ça a été très compliqué. Et en fait, plus j'ai grandi, plus je me suis apaisée, plus j'ai compris le message que je véhicule aujourd'hui, que c'est pas de la faute d'une origine. Les biais de l'homme en fait, l'homme avec un grand H, hein, parce qu'il y a des femmes aussi qui étaient pas super cool, pas super gentilles, etc. Qu'en fait je pouvais pas accuser un pays, que je pouvais pas accuser une culture, quand le problème en fait il va bien au-delà de ça. Donc ça c'est quelque chose
avec lequel j'étais pas du tout à l'aise. Et aujourd'hui, enfin voilà, vous le voyez dans mes bijoux, dans la cuisine, dans mes paroles, j'ai compris tardivement, bon il y a quelques années déjà, mais j'ai compris qu'en fait c'était une richesse incroyable pour moi que d'avoir ces origines-là, que d'avoir une partie de cette histoire accrochée à la mienne, parce que voilà, encore une fois, l'histoire de l'Algérie, c'est aussi mon histoire, c'est l'histoire de mes ancêtres, etc. Et donc, je suis très à l'aise avec ça aujourd'hui, aussi peut-être, pour refaire un flashback sur l'épisode sur le pardon, aussi peut-être parce qu'il y a des choses que j'ai pardonnées, d'autres que j'ai pas encore pardonnées, mais il y a des choses que j'ai pardonnées, et surtout, il y a des choses que j'ai comprises. Et, et, et voilà, donc c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. Je pense que c'est un épisode qui peut être très intéressant parce qu'on est nombreux et nombreuses à souffrir de ça. Et en fait, quand je dis je suis très fière de ce que je suis devenue, je suis très fière d'avoir donné la place que j'ai donnée à l'islam dans ma vie. Je suis très fière d'avoir donné la place que je donne à ma culture dans ma vie. Et je suis très fière d'avoir osé faire des choses que peut-être d'autres personnes de ma famille, d'autres personnes de mon entourage, d'autres personnes ne sont pas capables de faire, c'est-à-dire mettre des limites en fait, et dire stop, dire ouais voilà, dans l'aventure de ma vie, dans l'histoire de ma vie, je vais pas emmener ça avec moi. Je vais pas reproduire ça. Je vais pas reproduire les injustices entre une fille et un garçon. Alors, je sais que à l'heure du féminisme, c'est un mouvement que j'arrive à entendre, à laquelle j'ai de plus en plus de mal à m'assimiler, mais que j'arrive à entendre sur le côté light, hein, j'entends. Alors moi, je ne crois pas à l'égalité entre un homme et une femme. Je n'y crois pas, mais en tout cas, je crois à une équité qui reste encore de l'ordre du rêve hein, aujourd'hui. Je crois qu'on doit être équitable. Mais voilà. Et en vrai, c'est quelque chose qui a été très compliqué déjà dans mon éducation, c'est que c'était pas pareil. En fait, moi, j'avais pas demandé de naître fille, et voilà, on a été très dur avec moi parce que j'étais une fille, mais on a été très dur avec moi par anticipation. Et c'est ça que j'ai trouvé toujours injuste. Ça veut dire que, et je parle pas spécialement père, mère, bon, du coup, pour celles qui connaissent bien ma maman, j'ai une maman archi cool, moi, c'est pas le problème, mais voilà, même peut-être dans les rapports avec d'autres membres de la famille, avec d'autres membres du voisinage, etc., ça a été super compliqué parce que, par anticipation, donc t'avais rien fait, mais on anticipait ce qui pouvait se passer sur des choses complètement absurdes. Je donne un exemple, par exemple, c'était pas compréhensible, mais dès la primaire, je suis pas en train de vous dire lycée et tout, la mixité. Et quand je parle de mixité, je parle pas de mixité en mode ouais, j'avais pas le droit d'avoir un petit copain au CE2. C'est pas du tout de ça que je parle. Je parle du fait que c'était problématique juste de dire au revoir à un camarade de classe, qu'en fait il est assis à côté de moi tous les jours dans la classe parce que c'est le plan de classe, et ça pouvait entraîner des événements de violence extrême, que ce soit des violences physiques ou des violences verbales, parce que c'était quelque chose qu'on ne comprenait pas, parce que, mais attention, si, je vais aller très loin, mais j'avais l'impression que dans la tête de ces personnes-là, c'était, mais attention, elle a dit bonjour à un garçon, elle va tomber enceinte là en fait. Elle va tomber enceinte hors mariage parce qu'elle lui a dit bonjour alors qu'elle a 8 ans. Tu vois, c'était complètement absurde, c'était des choses, je vous dis ça, vous avez l'impression que c'est ouf. J'ai 30 ans, c'est des choses qui m'ont marqué à tel point où voilà, c'est pas ouf en fait, c'est des choses qui ont existé, et en ayant parlé avec d'autres gens qui ont vécu des enfances un peu similaires à la mienne, ou même d'autres personnes de ma famille qui ont eu les mêmes interdits, les mêmes anticipations, en fait c'est des anticipations basées sur du vent, tu vois, et ben tu te dis mais c'est ouf en fait. Et forcément, quand je dis, vous savez, très souvent les gens ils comprennent pas quand je dis je me sentais incapable de faire des enfants avant de passer par la casse-thérapie. En tout cas, avant voilà, de commencer à voir quelqu'un, à parler, à essayer de me défaire de certaines choses. Et en fait, c'était en partie pour ça. Parce que qu'on le veuille ou non, on reproduit des choses de notre enfance, on reproduit des choses de nos parents, que ce soit dans nos comportements, que ce soit dans nos manières de s'exprimer, que ce soit dans nos manières de faire certaines choses. Moi, je sais que par exemple, j'ai pris autant de qualités de ma mère que j'ai pris de ses défauts, et j'ai pris autant de qualités de mon père que j'ai pris de ses défauts. Et c'est comme ça en fait. Et pourtant j'ai passé ma vie à me dire je ne serai, enfin surtout que à mes heures rebelles, je ne serai jamais comme mes parents, je serai, tu rigoles, je suis comme eux sur bien des aspects. Alors, fort heureusement pour moi, pas sur les aspects que je considérais problématiques, mais voilà. Et en parallèle, c'est pour ça que je vous ai dit c'est l'épisode le plus intime, mais je vais pas rentrer dans les trucs extrêmement intimes parce que voilà, je suis pas en train d'écrire un livre. Peut-être qu'un jour j'écrirai un livre et que je raconterai toutes ces choses, mais là c'est pas le but. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, les choses qu'on vit ont des conséquences. Et moi, je pense pas que ma personnalité, elle est née avec ma rébellion. J'ai même la sensation d'être née rebelle, et c'est quelque chose que j'exprime. J'ai la chance de pouvoir, encore une fois, vous allez dire, mais elle nous rend ouf avec son mari, elle arrête pas de parler de lui, mais c'est vraiment, je pense, la personne
Euh, Enfin, ouais, c'est une des personnes les plus importantes pour moi. Il y est pour beaucoup hein, dans cette évolution, dans le fait que je sois fière de qui je suis. Et c'est vrai que j'ai besoin tout le temps de parler. Et donc c'est des choses aussi dont j'ai eu besoin de parler avec lui parce que c'est comme des monologues en fait que je fais et je me dis en fait il est en train de m'écouter et je vais dire des dingueries parce que je sais que je dis des dingueries. Et peut-être que là, à un moment donné, sur certaines dingueries, il va réussir à faire ressortir quelque chose de positif, une méditation, il va me réussir à me faire me remettre en question parce que autant je suis fière de qui je suis, autant je suis un être bourré d'amertume. Ça veut dire que je sais qu'il y a des gens, aujourd'hui, je parle avec eux, je les vois, quand ils m'appellent, je leur réponds, ils ont besoin de quelque chose, j'essaye de le faire pour eux, mais j'ai encore de la haine dans le cœur. Tu vois, j'ai encore un peu de la haine dans le cœur, et bon, ça c'est quelque chose, j'espère qu'on m'apaisera, mais je ferai un parallèle après avec quelque chose que Nouman Ali Khan il avait dit à sa story night qui m'avait fait du bien, mais voilà. En tout cas, voilà, je parle beaucoup avec lui et je me rends compte que, ouais, effectivement, c'est dur. Et puis d'un autre côté, mes proches qui connaissent mon histoire, qui savent ce que j'ai vécu, qui ont été mêlés dedans parfois, parce qu'ils sont venus me sauver, prendre ma défense, ou juste parce que j'avais besoin de parler, parce que comme vous le constatez, j'aime beaucoup parler. Et le truc qui revient souvent, c'est trop chelou que t'aies réussi à filer droit avec ton histoire. Et attention, je dis pas du tout cette phrase pour chuchoter les curiosités. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? On t'a violenté, on t'a violé. Non, 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 non. Le but, c'est pas de parler de ça. Le but, c'est d'expliquer, en fait, pourquoi est-ce que je suis fière comme ça de moi. Euh, et quand je dis, j'ai pas parié, j'aurais pas parié sur l'adulte que je suis devenue, c'est que, voilà, moi, je fais partie de ces personnes où j'ai eu des idées noires dans ma jeunesse. C'était tellement insupportable ce que je vivais. En tout cas, j'avais l'impression que c'était insupportable, insurmontable. Vraiment, là, j'ai pas d'autre mot qu'Alhamdoulilah, en fait, finalement. Et, et je me rappelle aussi d'un truc, je vous le dis là tout de suite, mais ça vient pas c'est pas à ce moment-là que je devrais le dire, mais je le dis aussi tant que je m'en souviens. Moi, j'ai toujours accordé une place très importante à l'amitié, parce qu'en fait, à travers mes amis, moi, je me suis créé ma seconde famille. Je me suis créé ma famille. Alors attention, hein, je dénigre pas toute ma famille. Encore une fois, vous le savez, je suis extrêmement proche de ma petite sœur. Mon petit frère, c'est un jeune homme très gentil. Ma mère, c'est ma vie. Mon père, aujourd'hui, on est en bons termes, etc. Mais à l'époque où j'étais en constante rébellion, où je comprenais pas en fait ce qu'on me faisait vivre. Et vraiment, je le comprenais pas parce que j'étais pas une enfant problématique. Et ça, il faut vraiment que j'insiste. J'ai toujours été brillante à l'école. J'ai toujours été souriante, joviale, serviable, gentille. J'ai jamais eu des histoires de bagarres, de bêtises. Bon, jusqu'à un certain âge où après j'ai vrillé, effectivement. Peut-être que à 16-17 ans, j'ai commencé à... Ouais, à 16 ans, par là, j'ai peut-être eu une année où j'ai un peu vrillé, toujours sans faire de bêtises graves, mais j'ai vrillé parce qu'en fait, je comprenais pas, je me suis dit, de toute façon, le résultat, il est même. Il est même que je sois gentil, que je sois dans les clous, que je sois comme on a envie que je sois, ou que je fasse n'importe quoi, le résultat est le même finalement. Et donc, je vous disais, j'accorde une place super importante à l'amitié, et c'est pas pour rien en fait. Honnêtement, il y a des gens qui comprennent pas, qui te disent ta famille, c'est ta famille. Alors effectivement, ta famille, c'est ta famille. Mais moi, mes amis, c'est vraiment ma famille. Aujourd'hui, j'ai encore les mêmes amis proches que moi je considère comme des frères, des sœurs, euh, qui a 15 ans en arrière. J'ai été à des périodes très compliquées. Moi, à un moment donné dans ma vie, j'étais pas du tout majeure. On a dû me faire partir de chez mes parents. J'ai dû aller vivre chez ma grand-mère. Ça a été super compliqué pour moi parce que je m'attendais pas à ce que ça se passe comme ça. J'ai été vivre chez ma grand-mère et c'est à ce moment-là où ma grand-mère elle est tombée malade aussi. Ça a été super compliqué parce que j'ai toujours défini comme la personne que j'aimais le plus au monde. Je verbalisais tout le temps. Sans me rendre compte de ce que ça pouvait faire, que moi j'aimais ma grand-mère plus que ma mère, alors que c'était pas vrai, je pense. Enfin, je pense pas, non, c'était pas vrai. Ma mère c'est ma vie, mais je sais pas, j'avais envie de la rendre jalouse et de lui dire regarde, elle me défend toujours en tout cas. Elle me protège toujours, tu vois. C'était un peu, je pense, pour dire ça, tu vois. Et ouais, mes amis, c'est mes amis. Là, je pense à Sahel, par exemple, qui est mon ami depuis super longtemps. Moi, je sais pas ce que j'aurais fait sans lui.
je sais pas ce que j'aurais fait sans lui. Ça a été quelqu'un qui a été à l'écoute, ça a été quelqu'un qui a fait en sorte de me faire rire quand j'avais pas envie de rire, qui me protégeait à sa manière, parce que c'était aussi dans un endroit compliqué de France, donc voilà. Mais en tout cas, qui me protégeait à sa manière. Aujourd'hui, bah, sa femme et lui, ils font partie de ma vie encore. Ils font partie de la vie de mon mari, et c'est comme ça. Après, évidemment, je cite vos prénoms, c'est important pour moi. Je pense à Amandine, à Geoffroy, à Mehdi, à Sarah, je pense à Virginie, je pense à Nolwenn, je pense à tous ces gens en fait qui sont dans ma vie depuis super longtemps. Et en fait, ça bouge pas. Tu te dis à travers les générations, à travers les étapes de ma vie, parce que je suis pas tout le temps la même personne. Enfin, je suis la même personne, mais à des moments en fait différents de ma vie, c'est des gens qui sont toujours là, et c'est ok. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que par exemple. Surtout à l'époque, je te dis, quand j'avais 15-16 ans, moi je me suis toujours beaucoup plus entendue avec les mecs qu'avec les meufs. Et donc, j'avais ma bande de potes sûrs et c'était pas compréhensible pour les gens de se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait tout le temps avec des mecs? Mais vraiment, je me sentais plus en sécurité et écoutée par ces mecs-là que par certains membres de ma famille. Et aujourd'hui, comme je te dis, c'est des gens. Ils sont mariés, on a été au mariage les uns des autres, nos enfants c'est des cousins cousines, nous quand on fait l'Aïd avec nos familles, eh ben on est tous là. Vraiment, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est quelque chose de super sain et je vois pas je vois pas le truc différemment. C'est aussi ma manière d'avoir de la gratitude envers eux, peu importe ce qui peut se passer de génial dans ma vie. Ben voilà, à chacun de mes événements ils sont là, à chacune des trucs de ma vie ils sont là, et en fait ça change pas, tu vois, ça change pas. Et moi je pense aussi que dans mon malheur, ce qui m'a sauvée, c'est ça, c'est d'être entourée de gens incroyables. Parce que quand je vous dis, c'était pas gagné en fait pour que je devienne cette personne équilibrée, c'était pas gagné, mais du tout en fait. J'ai toujours eu du mal avec tu sais, chez nous, c'est comme ça. Tu sais, chez nous, c'est comme ça. Et parfois, je pense à certaines de mes tantes qui ont juste voulu essayer de faire en sorte que, bah, moi, mon père, il était très dur, que je le déteste pas, qui essayait de m'expliquer ses agissements, etc. Et que cette manière-là, elles avaient l'impression de m'expliquer quelque chose, mais en fait, elles ont creusé encore plus profond en moi ce sentiment d'injustice. Mais c'est comme ça de quoi, en fait? J'ai fait quoi? Je comprends pas. Alors, comment dire? C'est ouf parce que je me dis, j'ai perdu du temps. Notamment, je refais le parallèle avec l'Algérie, j'ai perdu beaucoup de temps. J'aurais aimé connaître l'Algérie qu'on décrit. J'aurais aimé avoir ces souvenirs de chaque été en Algérie et tout, mais les rares fois où j'étais passé l'été en Algérie, je priais pour rentrer immédiatement parce que moi, je ne l'ai pas découverte, l'Algérie. J'ai été en Algérie plusieurs fois, j'ai 30 ans, j'ai jamais vu la Casbah. Et, euh, et je dis ça parce que pour moi, c'est ouf, hein. C'est ouf, mais ouais, effectivement, c'est des choses qui sont assez particulières. Alors, je sais, en fait, comme à chaque fois, je prépare pas les épisodes. Hein. Je sais que j'ai envie de traiter d'un sujet et j'ai besoin de faire appel à beaucoup de spontanéité pour vous livrer les choses, en tout cas comme je les ressens. Et c'est vrai que c'est assez compliqué parce que j'ai envie de vous parler de ça, parce que je sais qu'on va être nombreuses à se reconnaître dans ça, mais j'ai pas envie de livrer des détails trop intimes de ma vie. Mais il faut savoir aussi que dans beaucoup que ce soit des épisodes de podcast ou des discussions que je décide d'animer sur les réseaux, ou etc., quand je dis tout le temps je parle pas de choses que je maîtrise pas, il faut aussi sous-entendre derrière que parfois les sujets que je traite, c'est des sujets que j'ai vécus en fait. C'est des sujets que j'ai vécu, c'est des choses que je connais. Quand je vous parle dans l'épisode précédent, il me semble du fait que parfois l'éducation, les agissements des parents, ça peut créer des tensions, ça peut créer des problèmes entre les frères et sœurs. C'est des choses aussi que j'ai vécues, avec mon petit frère notamment, qui encore une fois est un garçon adorable, vraiment. Alors Dieu merci pour nous, on va jamais jusqu'à rompre les liens, rompre la discussion et tout, mais effectivement. Et encore une fois, en faisant ça, on a l'impression que j'accable mes parents, mais comme je vous dis, si aujourd'hui je suis en très bon terme avec eux et tout, c'est parce que j'ai conscience qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Il faut vraiment accepter ce paradoxe dans son entièreté. Ça veut dire que ouais, il y a des choses qui étaient anormales, il y a des choses qui étaient injustes, mais en fait c'est de la reproduction. La reproduction de schémas. Et je vous fais cet épisode aussi parce que c'est ce qui va nous arriver si on ne conscientise pas. Si on passe notre temps à excuser ceux qui nous ont mis au monde en disant ouais, mais ils nous aimaient, mais en fait il ne faut pas reproduire. Moi je pense que quelque part, et c'est ouf parce que ça va être, je pense, la première fois que je l'avoue, bah, j'ai souffert du fait qu'on me dise pas qu'on m'aime.
Mes parents m'ont toujours, en tout cas ma mère, parce que mon père il a un amour très algérien, un peu plus dur à cerner, mais ma mère elle m'a toujours fait comprendre qu'elle m'aimait. Aujourd'hui encore, elle me fait comprendre qu'elle m'aime et je suis très contente parce que je me rends compte aussi que à travers le fait que moi je prenne la parole et que j'ai pas peur de dire les choses, j'ai peut-être soigné un truc en ma mère ou en tout cas j'ai pensé un truc en ma mère. Donc elle peut me dire je t'aime. Aujourd'hui ça me fait trop rire quand elle m'envoie un texto, elle me dit que je t'aime, ça me fait rire et ça me fait plaisir. Mais moi mes parents ils m'ont jamais dit qu'ils m'aimaient. Et même pas. Alors, aujourd'hui, surtout avec tout ce que je fais pour eux, et je le fais surtout pour Dieu, voilà, je sais qu'ils sont fiers de moi. Mais me dire je t'aime. Alors que je dis je t'aime à ma fille en toutes les langues, toute la journée, à mes filles, pardon. Je dis je t'aime à mon mari sans bégayer. Et c'est important. Tu vois, si tu prends aussi du recul, il y a quelques années, j'ai fait une vidéo sur l'importance des démonstrations affectueuses au sein d'un foyer, devant les enfants. J'espère qu'elle est encore sur mon Insta, comme ça je vous mettrai le lien parce qu'elle est vraiment super intéressante. C'est des choses qui sont importantes aussi, que nous les enfants on voit nos parents qui s'aiment. Ça ne veut pas dire se rouler des galoches toute la journée dans le salon, etc. Mais avoir des gestes affectueux, entendre son père dire à sa mère je t'aime, entendre sa mère dire à son père je t'aime, c'est quelque chose qui rassure. Et en fait c'est quelque chose, vu que forcément à un moment donné dans notre vie, dans la recherche de l'homme avec qui on va faire notre vie, dans la recherche de la femme avec qui on va faire notre vie, on va chercher de manière consciente ou inconsciente une partie de nos parents, c'est un attrait qu'on a envie, quelqu'un qui soit capable de verbaliser ce qu'il ressent. En tout cas, moi, personnellement, c'est quelque chose dont j'ai envie. Évidemment, si tu me dis je t'aime mais qu'il se passe rien derrière, c'est pas ouf, mais c'est pas ouf, mais en tout cas, quelque chose, le dire, le ressentir, le penser, ça me semble super important. Il n'y a rien de tabou, en fait, dans l'amour. Et c'est ça Et là, je parle de l'amour avec un grand A, que ce soit l'amour d'un homme envers sa femme, l'amour... voilà, l'amour dans le couple, l'amour avec ses enfants, l'amour avec les gens qui nous entourent, l'amour avec sa famille. Il n'y a rien de tabou. En fait, la vie n'est qu'amour. Peu importe la religion à laquelle on appartient, c'est qu'amour. L'islam, c'est de l'amour, en fait. Et c'est ça, c'est que j'ai jamais compris. Donc aujourd'hui, maintenant, je le verbalise, mais je pense que plus jeune, j'ai jamais compris pourquoi c'était beaucoup plus facile de montrer de la colère, de montrer de la déception, de montrer de la dureté, de montrer de la froideur, que de montrer du bonheur en fait. Alors tu te questionnes, tu te dis mais est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que les gens sont heureux? Est-ce que mes parents sont heureux? Est-ce que mes oncles, mes tantes sont heureux? T'es forcé de te poser cette question-là en fait finalement. Et, et en fait je pense que c'est le comment dire, c'est le futur qui te le dit. Et aujourd'hui, et c'est un épisode qui est assez intime, donc assez émotionnel hein, pour moi. Et aujourd'hui, effectivement, tu te dis, bah en fait, peut-être qu'ils étaient pas heureux et ils s'en rendent compte vieux. Ils s'en rendent compte vieux. Alors t'as ceux qui ont un déclic et qui décident de tout rattraper, de sourire à la vie, de croquer la vie en pleine dents. Et généralement, ça se voit comment? J'attends vos retours, hein, avec les petits-enfants. Quand tu vois ton père, ta mère, certains de tes oncles, tes tantes, avec tes enfants, tu te dis, wesh, ça c'est les mêmes parents qui étaient mes parents. Alors effectivement, c'est pas du tout un épisode pour les accabler. Ils ont vécu des choses dark, on connaît pas les traumas des gens. Certains de tes parents, ils ont peut-être vécu, moi je sais pas, des kidnappings, des viols, etc. Dans leur enfance, des choses horribles. Et forcément, n'oubliez pas que chaque chose qu'on vit, ça impacte la personne que nous sommes. Donc effectivement, il y a des explications, mais moi je rêve d'un monde en fait où le bien-être de ceux qu'on décide de mettre au monde, il passe au-dessus de tout en fait. C'est vraiment, pour moi, c'est l'idéal parce qu'après c'est mathématique, c'est difficile de passer de l'état d'enfant malheureux à adulte heureux. C'est difficile. Moi, je sais que je me suis battue pour pas être dépendante affective. J'avais le profil parfait pour être dépendante affective. J'ai eu le profil parfait pour vouloir l'amour d'un homme, quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne. Après, encore une fois, ça doit être barbant pour ceux qui ne sont pas croyants, mais peut-être que ça va vous ouvrir à ça, mais bien évidemment, je sais que à travers mes prières, à travers ma foi, à travers tout ça, Dieu, il a fait les choses comme ça. J'ai dû vivre cette enfance chaotique. C'est vrai qu'en disant que ça, vous vous rendez pas compte à quel point mon enfance, elle était chaotique, mais
j'ai besoin de préserver certains de mes proches quand même. Ceux à qui j'ai dû reprocher des choses, je leur ai reproché déjà, mais j'ai vécu une enfance et une adolescence chaotique. J'étais pas prédestinée à ça. Je vous jure, à chaque fois que, qu'on me reproche qui je suis parce que je suis capable de me mettre encore en colère, etc. aujourd'hui, et que les personnes qui étaient dans ma vie à ce moment-là le font, j'accepte pas en fait. Je leur dirais, hey, cousin, dis merci en fait, juste je me mets en colère, tu vois. Dis merci parce que c'est vrai que c'est pas facile. Et du coup, c'est aussi pour ces raisons-là que, en fait, j'ai tellement détesté l'injustice que moi je suis devenue injuste trop de fois aussi, tu vois. Je suis obligée de reconnaître ça. J'ai toujours eu énormément de mal à accepter les plaintes de ceux qui vivaient moins que moi. Avant. Aujourd'hui, vous avez vu, mon discours, il a changé. J'ai grandi, je suis une adulte, etc. Mais par exemple, autour de ma famille, je pense à ma petite sœur quand elle était plus jeune, qui pleurait parce qu'elle s'était fait disputer à juste titre, hein, parce qu'elle avait séché les cours ou je sais pas ce qu'elle avait fait, et qui était mais au bord de sa vie, au bord du précipice, à juste titre. Là, tout de suite, elle ressentait une émotion pardon, qui existe, qui doit exister, qu'elle exprime. Moi, ça me mettait hors de moi. Je lui disais, hey, mais hey, tu pleures à cause de ça, là, mais tu sais, moi, ce que j'ai vécu pour que toi, tu te vas juste engueuler pour ça. Tu sais que. Et en fait, je devenais injuste parce que j'étais en train de taire un truc, voilà, peut-être que le daron ou la daronne, il avait été archi virulent, peut-être que, tu vois, et je comprenais pas. J'arrivais pas à légitimer autre chose que ma souffrance. J'arrivais pas à légitimer autre chose que mon injustice. En tout cas, encore une fois, au sein des proches et de ceux qui avaient conscience de ce qui se passait, tu vois. Et ça a été compliqué aussi parce que j'ai pas vécu toutes mes injustices de manière passive. Hein. Quand je vous parle de rébellion, s'il fallait me frapper, me taper, insulter un adulte plus âgé que moi, j'allais pas hésiter en fait. Et je pense que c'est de là que vient aussi le côté un peu péteux. C'est que je sais pas si je peux. Bon, si, allez. Vous savez, j'ai fait la formation de l'énéagramme. C'est un truc qui a été super révélateur. Oh, j'ai aussi l'impression qu'il y a eu Sarah avant l'énéagramme et Sarah après l'énéagramme, en tout cas sur ma compréhension des autres. Et pour ceux qui connaissent un peu l'énéagramme ou qui ont envie de se renseigner, donc moi j'étais persuadée quand j'ai commencé le séminaire d'être une type 2. Donc la personne qui a la personnalité de type 2, ça va de 1 à 9, hein, les personnalités, c'est les altruistes, tu vois. C'est vrai que peut-être parce qu'on me dit souvent « Oh là là, Sarah, tu as un altruisme et tout, pensant que c'est une qualité. » Mais donc j'étais persuadée, convaincue, et en fait pas du tout. Hein. Je ne suis pas du tout une 2, je suis une 8. D'accord effectivement, pour ceux qui avaient déjà fait Pour ceux qui avaient déjà fait ces séminaires et qui me connaissaient, c'était évident que j'étais 8, mais moi je ne connaissais pas. Et donc voilà, les attraits du 8, c'est vraiment un peu le justicier, voilà, il aime la puissance, c'est quelqu'un de courageux, entre guillemets, etc. Et c'est quelqu'un de simple, donc je me suis aussi reconnue dans ça, parce que je suis quelqu'un de très simple, et parallèlement, je suis aussi quelqu'un qui est dans l'excès dans beaucoup de choses, et donc ça fait partie de ses attraits. Et c'est quelqu'un qui évite la faiblesse, qui, je vais aller un peu plus loin, qui méprise la faiblesse. Et c'est là où je veux en venir. C'est que Et donc là, c'est un défaut. Je pense que je me suis toujours sentie supérieure aux faibles. Mais pas aux faibles dans le sens de la force, la bagarre, j'ai du pouvoir, t'as pas de pouvoir. Je pense qu'à cause de tout ce que j'ai pu voir dans mon enfance, je suis devenue un peu aussi intolérante à la faiblesse. Ça me coûte de l'assumer parce que celles qui trouvent que je suis un but de ma personne, vous allez trouver que je le suis vraiment, mais je ne saurais pas comment l'expliquer avec des mots. Mais c'est très difficile pour moi de me dire que quelqu'un se met dans une posture, enfin que quelqu'un est dans une posture où on peut abuser de lui, peu importe de la manière, abuser de son argent, abuser de son temps, abuser de sa gentillesse, et en fait de l'accepter. Souvent, surtout quand derrière, tu sais, c'est par intérêt, tu vois, j'aime pas. J'aime vraiment pas ça. Et en même temps, j'ai l'impression que, pendant longtemps, d'ailleurs ça m'a fait bien des problèmes, j'ai l'impression que ces gens-là, ils avaient besoin de moi, qu'il fallait que je les sauve. Et c'est aussi bien des personnes proches de ma famille que des gens que je connais pas. Mes amis qui écoutent ce podcast, je pense qu'ils ont plein d'exemples qui leur viennent en tête, mais c'est aussi comme ça que je me suis fait, entre guillemets, avoir.
des choses peut-être dont j'aurais dû pas me mêler, mais on a insisté pour que je me mêle, pour que je vienne en aide dans des situations où finalement ça m'a plus coûté que ça m'a apporté. Et finalement, si ça a apporté à quelqu'un, c'est qu'à la personne qui venait me déranger. Euh, Tout ça, en fait, toutes ces choses-là, c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de temporiser. Et par définition aussi, le fait d'être 8, ce que ça a fait on explique ça de manière entre, en gros, ouais, c'est l'impartialité. Soit c'est noir, soit c'est blanc. Ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, en grandissant, en travaillant sur moi, c'est qu'en fait, il existe une autre couleur, c'est le gris. Et il y a des choses, en fait, elles sont pas juste tout noires ou toutes blanches. Il y a des choses, voilà, il faut mettre de la nuance. Et c'est pour ça aussi que je suis fière de moi. J'incrimine plus les gens sur une erreur isolée. Euh, je leur accorde le bénéfice du doute. Je leur accorde une seconde chance. Je me fais un peu encore avoir comme ça, c'est vrai, mais moi je suis convaincue que tout le monde a le droit à une seconde chance. C'est ma croyance aussi qui m'amène à croire ça et tout. Donc voilà, c'est vrai que comme à chaque fois, on a l'impression que mon épisode il est un peu fouillis, parce que la ligne directive c'est quand même le fait que j'ai souffert dans mon enfance. Mais j'ai aussi conscience, en fait c'est grave, hein, c'est chelou ce que je vais dire, mais j'ai énormément de gratitude pour cette souffrance. Déjà parce que ce qui m'est arrivé, c'est aussi à la suite d'une volonté divine. Et moi, je fais pas partie de... Enfin, en étant croyant, ça veut dire que tu te dis pas... oui, je sais qu'il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu ou qui ont du mal, qui disent oui, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas de guerre, il n'y aurait pas de tristesse, il n'y aurait pas de maladie. Moi, je sais, et aujourd'hui, j'en suis convaincue que les maladies, la souffrance, ces choses qu'on a l'impression d'être injuste, etc. C'est aussi des leçons, c'est des épreuves qu'on a besoin de vivre, qu'on me prouve que je peux surmonter. Et c'est ça, en fait. Ma résilience aujourd'hui, c'est de me dire, mais j'ai surmonté ça. Mais en plus, au-delà d'avoir surmonté, je suis capable aujourd'hui d'avoir des liens avec des personnes qui m'ont fait du mal, mais d'avoir des liens que je contrôle. Moi, j'ai su dire stop. Je sais mettre tout le monde face à ce qu'il a fait de mal. Et je sais aussi, la preuve, je le fais dans cet épisode, je sais dire aussi ce que j'ai fait de mal. Et voilà, c'est des choses qui sont quand même importantes. Moi, je pense que de notre génération, tous les gars et les nanas qui ont 30 ans et plus, comme moi, même un peu moins, on ne ressort pas indemne de notre éducation. Et moi, je rêve qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ressortent indemnes de leur éducation. Bien sûr qu'on va être injuste. Bien sûr qu'on va faire des erreurs. Bien sûr qu'on va pas être Maria Montessori tous les jours. Bien sûr qu'on va se fâcher. Bien sûr que peut-être on va lever la voix. On va déborder. C'est comme ça, en fait. C'est comme ça. Parce qu'on n'est pas parfait. Parce que tout n'est pas linéaire. Et en fait, c'est comme ça. Mais comme je disais déjà sur l'épisode du pardon, comme je dis depuis des années avec mes accompagnements, à travers mes accompagnements, sur les ateliers que j'anime et tout, je pense que la différence, c'est vraiment les remords. Et qu'est-ce qu'on fait de ces remords-là ? Vous savez, pendant longtemps, je vivais avec l'espoir que ceux qui m'ont fait du mal le reconnaissent. Et aujourd'hui, j'ai compris qu'ils ne le reconnaîtront jamais. Ceux qui ont trop honte de t'avoir fait du mal, ils oublient. Et c'est comme ça, en fait. Je me dis, à un moment donné, c'est une douleur. Hein. Même moi, je suis convaincue que celui qui fait du mal, en fait, il en souffre. C'est pas que celui à qui il l'applique. Celui qui te fait du mal, vraiment, moi, je suis convaincue qu'il en souffre. Et qu'oublier, c'est une manière de continuer à vivre. C'est une manière de continuer à vivre. Tu as fait du mal à quelqu'un il y a 20 ans, t'imagines si tous les jours de ta vie tu t'en souviens. La vie, elle va te le rappeler quoi qu'il arrive, faut pas s'inquiéter. Donc j'ai accepté qu'effectivement, et quand il y en a qui parlent d'oubli, ils ont oublié, et j'en fais pas... J'essaie de plus en faire une affaire d'État. Sinon, il y a ceux qui vont essayer de le justifier. Pour moi, ceux-là sont les pires. C'est vraiment ceux que tu dois pas garder dans ta vie. Ceux qui vont essayer de justifier le fait d'avoir fait du mal à quelqu'un, c'est même pas par vengeance la plupart du temps, c'est des choses, c'est eux qui sont mal à l'aise avec eux-mêmes et ça on en parle souvent, donc c'est assez compliqué. Donc effectivement, cet épisode c'est pour expliquer ça en fait, c'est pour expliquer qu'en fait, comme quand je fais un épisode sur les inégalités, comme quand je fais ce genre d'épisode et que je dis, ouais je reprends Monsieur Kerry James qui dit on n'est pas condamné à l'échec, il y a des choses
qui nous sont peut-être prédestinés par rapport à l'enfance qu'on a vécue, etc. C'est vrai. Mais à travers la thérapie, à travers la remise en question, à travers le travail sur soi, à travers l'entourage aussi qu'on se crée. Je le rappelle encore une fois, j'ai réussi à me créer une famille saine avec mes amis. On peut vraiment s'en sortir. On peut vraiment s'en sortir. Et évidemment, c'est pas du tout un discours pour culpabiliser ceux qui n'y arrivent pas. Mais en fait, il faut accepter que parfois on n'y arrive pas tout seul. Moi, j'ai eu besoin de l'entendre, par exemple, de ma thérapeute. Pourquoi est-ce que tu veux que les gens reconnaissent ils vont pas reconnaître. Donc tant qu'ils reconnaissent pas, toi t'avances pas. Tant qu'ils reconnaissent pas, tu respires pas. En fait, effectivement, tu te disais, ouais, mais moi je peux pas avancer là, c'est comment? Je veux qu'on reconnaisse. En fait, pour moi, c'est me rendre justice. Puisque je souffre de l'injustice. J'ai choisi de ne pas me venger. J'ai choisi de ne pas humilier. Mais pour moi, c'est le minimum syndical. Et finalement, j'ai compris qu'en fait, pour les personnes qui m'ont fait du mal, là, je parle pas spécialement de la sphère familiale, hein, pour les personnes qui m'ont fait du mal par pur malaise, parce que ce que je dégage, etc., ça leur revient pas, etc., le simple fait de réussir, de briller, d'être heureuse, d'être amoureuse, d'être en bonne santé, ça suffit en fait pour me rendre justice. C'est ma manière de leur dire, vous ne m'avez pas détruite. Et les personnes plus proches, qui je pense m'aimaient, mais ne savaient pas le dire, ne savaient pas l'exprimer, ont fait beaucoup d'erreurs, ont été injustes, etc. Pareil. Le simple fait de me voir aujourd'hui faire des podcasts de manière complètement assumée, d'animer des conversations sur ce sujet-là, etc., d'assumer qu'en fait, j'ai eu un passé trouble, mais je suis là, c'est aussi ma justice. C'est aussi ma justice, en fait. Moi, je pense pas que j'ai guéri de mon enfance. Je pense que je vais dire un peu une dinguerie, mais c'est comme ça que je le ressens, je suis née une seconde fois. Et le plus beau cadeau que la vie m'ait fait, le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait, la plus belle bénédiction qu'il m'a accordée, c'est de me donner des filles. Parce que moi, j'ai souffert, encore une fois, j'avais pas demandé d'être née, et j'ai encore moins demandé d'être une fille. Et le plus beau cadeau que Dieu m'ait fait, c'est vraiment ça, c'est de m'avoir donné 2 filles. Et voilà, genre, si le challenge c'est d'en faire des guerrières, je peux remonter le challenge, je peux relever le challenge avec plaisir. Et ouais, je pense que c'est ça, c'est que j'ai beaucoup de gratitude. Et j'avais vraiment pas envie de faire un très long podcast, mais je vous jure, je vous parle avec le cœur. Je sais pas si je publierai une vidéo, mais je suis vraiment beaucoup dans l'émotion. Le truc aussi, c'est que j'ai pas d'autre solution, j'ai pas d'autre conviction que de croire en Dieu. Parce que, encore une fois, moi, j'étais pas prédestinée à y croire. Tout à l'heure, quand j'ai commencé à vous parler de mes amis, c'était pour vous parler d'un ami en particulier, c'est mon ami Mehdi. Je me souviens, donc j'ai toujours, aussi loin que je me souvienne, voilà, j'avais appris des sourates et des choses comme ça avec mon grand-père paternel, paix à son âme, qui nous a quittés. J'avais appris plein de choses avec lui quand il venait de l'Algérie à la France. J'adorais passer des moments avec lui et tout, mais j'ai pas le souvenir d'avoir grandi dans une famille au sens large, très pratiquante, très religieuse. Bon, aujourd'hui ça a évolué, Dieu merci, mais voilà, c'était pas spécialement le cas. En tout cas, c'est pas ce qui ressortait le plus. Moi, c'était pas la religion, c'était que la contrainte. C'était pas l'amour de Dieu, c'était que la contrainte. Et voilà, à un moment donné, j'étais jeune, c'est compliqué pour moi. Si déjà tu m'apprends pas l'amour de Dieu, tu m'apprends que crains ton père, crains tes oncles, crains ceci, t'es une fille, ferme ta bouche, t'es une fille, baisse la tête, t'es une fille, ne parle pas, vas-y, au premier abord, t'es en train de rater ton éducation religieuse, si il y avait une transmission pour toi. Tu m'as jamais appris à prier, tu m'as juste dit jeûne, c'est comme ça, si tu casses ton jeûne, tu vas voir, tu vois, tu m'as jamais, tu vois. Donc comme ça, sur le papier, rien de transcendant. Et c'est là où c'est trop important de séparer les hommes de la religion, et dans les deux sens, dans le sens de, malheureusement, ceux qui ne savaient pas transmettre un message, que dans le sens de ceux qui essayent de te rejeter, de te repousser de la religion, finalement, parce que, comme je dis tout le temps, pour moi, quand je parle de la halal police, par exemple, la halal police et les fachos, il faut qu'ils aillent au café ensemble, en fait. Ils s'entendraient à merveille, j'en suis persuadée. Parce que leur combat à eux, c'est quoi? C'est de diviser, semer la discorde, rabaisser, humilier, éloigner, en fait.
En tout cas, ce sont des choses qu'ils maîtrisent à merveille, ce sont des choses qu'ils font très bien. Quelle tristesse. Et donc là où je veux en venir en disant tout ça, c'est qu'en fait, moi, ce qui m'a permis de finalement relativiser, etc., bah, c'est cet ami Mehdi, qui un jour, je me rappelle, on était donc chez moi à la maison, donc ma famille et tout, ils étaient partis en vacances, et j'avais fait une soirée raclette en plein été, c'était rigolo. Et donc, je me rappelle, donc il y avait Geoffroy, Amandine, Mehdi, peut-être Sarah et Soukaina, je sais plus. Et je me souviens juste que Mehdi, c'est l'heure d'une prière, et il me dit, allez Sarah, va faire tes ablutions. Et je lui dis, mais comment ça, va faire tes ablutions? Il me dit, ouais, va faire tes ablutions. Et donc j'ai été faire mes ablutions, il m'a dit, tu as prié avec moi. Je devais avoir 15 ans, je pense, hein, 15 ou 16 ans. Et donc je fais mes ablutions, je prie derrière lui, je crois que c'était le Maghreb. Et je me rappelle juste m'être prosternée et avoir pleuré de tout mon corps. C'était comme si finalement on me donnait une chance de me reconnecter à la seule chose qui finalement allait réussir à, un, me faire garder la tête sur les épaules, deux, me faire le bien que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Ouais, je sais que il y en a, c'est à travers l'art, il y en a, c'est à travers plein de choses. Et moi, c'était ça, en fait. Et donc, c'est ce qui se passe, c'est que je me retrouve à ce jour-là. Donc, j'en ai 30 ans, donc ça va faire 15 ans que j'ai pas manqué une prière. Et je vous dis pas ça pour dire waouh, c'est bien, parce que est-ce que mes prières, elles sont valides ou pas, ça, je sais pas. En tout cas, ça va faire 15 ans que j'ai pas manqué une prière. Et en fait, voilà, la gratitude que j'ai, la reconnaissance que j'ai pour mes amis, même quand parfois je les vois pas pendant des mois, qu'on s'appelle pas pendant des mois, c'est comme ça. C'est ma famille. Et j'ai eu du mal aussi, parce que bah, forcément, derrière, quand t'es dans une famille archi-conservatrice, on comprend pas pourquoi ta fille, elle traîne avec une bande de potes, ou dans ces potes-là, il y a des mecs. Alors effectivement, si je parle pas de règles religieuses, etc., mais moi, si un jour j'ai prié, je peux pas dire c'est mon cousin, c'est mon tonton, c'est mes parents, ils m'ont dit faut que je prie et tout et tout. Moi, ça s'est passé comme ça. Sachant que plus jeune, voilà, j'étais une enfant, je priais, parfois je priais pas, etc. Donc voilà. Donc j'ai beaucoup souffert de mon enfance. Et j'ai détesté mon histoire, j'ai détesté ma famille, j'ai détesté mes origines pendant super longtemps. C'est plus le cas depuis quelques années, je suis complètement apaisée. Et tout ça aussi, c'est pour dire que j'aurais pas voulu vivre une autre enfance. J'aurais pas voulu naître dans une autre famille. J'aurais pas voulu ne pas vivre ces injustices. C'est parce que j'ai vécu tout ça. C'est parce que j'ai survécu à tout ça. C'est parce que j'ai été qui j'ai été, j'ai pris les décisions que j'ai prises, bah, qu'aujourd'hui je suis en train de vous faire un podcast, qu'aujourd'hui je suis la mère de mes filles, qu'aujourd'hui je suis la femme de mon époux, pardon. Et encore une fois, je le dis, voilà, la gratitude, je l'ai envers mon Seigneur tous les jours, et sur plein de choses, et sur le simple fait de respirer, et d'avoir un toit sur la tête, et à manger, etc. Mais le fait aussi qu'on m'ait donné cet homme-là pour époux, c'est ce qui a apporté toute la sagesse dans ma vie. C'est ça qui me manquait. J'ai toujours été humble, je pense, mais je n'étais pas sage. Il m'a apporté beaucoup de sagesse et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je pense que je vais m'arrêter là, parce que je pourrais encore parler des heures de ce sujet-là. Donc encore une fois, l'idée, c'est pas tant bien que de parler de moi, c'est comme je vous ai expliqué, hein, je suis convaincue qu'à travers l'histoire d'une personne, on peut en connecter des centaines de milliers d'autres. Il y a peut-être d'autres personnes qui m'écoutent qui ont souffert de leur enfance. Il y a peut-être d'autres personnes qui ne savaient pas qu'ils étaient prédestinés à devenir ce qu'ils étaient. Et en fait, c'est normal aussi, parce qu'on n'est pas maître de l'avenir, on est maître de rien finalement. Moi, j'ai envie de faire passer un message d'espoir. Et j'ai aussi envie de faire passer un message de résilience. Vous dire que finalement, on reste quand même décisionnaire principal dans sa vie. Qu'effectivement, la culture, c'est quelque chose d'extrêmement important. Que les traditions, c'est quelque chose d'extrêmement important. Qui doit se pérenniser, qui doit se perpétuer. Vous m'avez comprise. Mais il faut faire attention à ce qu'on décide d'emmener avec nous. Tout n'est pas bon. Je suis pas convaincue, je le sais même, que chez nous tout se dit. Chez nous tout doit se dire. Il y a une chanson, un poème, un slam du chanteur kabyle Idir qui arrivait à m'émouvoir aux larmes à chaque fois que je l'écoutais. Bon, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit dans la chanson, mais
C'est lui qui disait tout le temps à sa fille, à travers cette chanson, tu sais, ma fille, chez nous, il y a des choses qu'on ne dit pas. Et en fait, cette chanson qui dit offre à sa fille, ce slam, parce que c'est un poème en fait, c'est vraiment récité, c'est pas du tout chanté. Euh, c'est ça en fait, c'est finalement son mea culpa. Il est passé à côté de trop de choses. Et voilà, il lui dit qu'il a fait comme ça, sans réfléchir. Est-ce que j'ai fait ça en me questionnant sur ton bonheur ou j'ai fait ça pour faire comme les autres? Et c'est quelque chose qui m'a toujours touchée parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents de l'ancienne génération qui ont souffert de ça, mais moi ce qui m'attriste le plus, c'est qu'il y a des gens je sais qu'autour de moi, il y a des personnes qui ont mon âge. Peut-être des cousins, cousines, peut-être des voisins, voisines qui pensent encore comme ça et qui sont persuadés d'être dans le vrai. Et c'est quelque chose qui me fait souffrir pour les enfants de ces gens. Se dire que, ouais, bah nous, nos parents, ils ont fait comme ça, on n'est pas morts. Ouais, mais on aurait pu. On aurait pu. Que ce soit à travers la violence physique, que ce soit à travers les traumatismes et ce que ça peut apporter derrière. Moi, je vous ai dit, d'ailleurs, trigger warning, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, moi, j'avais déjà eu des idées sombres, des idées noires, j'ai envie je parle même, sans aller jusqu'à m'ôter la vie, que Dieu m'en préserve et que Dieu me pardonne si j'ai eu une pensée comme ça, mais j'ai eu vraiment des idées noires, et il y en a plein d'autres. Tu vois, et bien sûr, d'ailleurs, j'aimerais faire bien prochainement un podcast pour sensibiliser les gens au harcèlement scolaire, cyberharcèlement, etc. Mais c'est une forme d'harcèlement au sein du foyer aussi, ça. Donc, j'aimerais vraiment qu'on soit tous vigilants à ça. On s'en fiche du regard des autres, en fait. Et quand on décide, quand on accepte, parce qu'on décide pas, quand on accepte de porter cette mission que d'être parent, on a des responsabilités qui dépasse le fait de donner à manger et à boire à son enfant. Essayer de participer, contribuer à son bonheur, c'est quelque chose qui est relativement important. Je vais m'arrêter là parce que sinon il dure déjà 52 minutes, il va durer 1h30. J'espère que j'aurai réussi à vous faire aller jusqu'au bout de ce podcast. Si vous m'écoutez sur Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, à y laisser un commentaire, ça me fait super plaisir. Le plus important quand même, c'est vraiment de partager, parce que voilà, c'est pas ma chaîne podcast, c'est pas mon émission, c'est la nôtre. Si vous m'écoutez sur Spotify, pareil, pensez à mettre une note. C'est vraiment, je pense, la conversation la plus intime que j'ai avec vous. Je vous livre ça avec beaucoup d'humilité et de la confiance aussi. L'objectif, c'est pas d'être jugé. De toute façon, c'est mon histoire, donc ce que vous en pensez, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas du tout. Mais voilà. En tout cas, j'espère que l'épisode a été quand même agréable à écouter. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que vos proches se portent bien. J'espère que vous êtes en santé. J'espère que, comme moi, vous avez dégusté un bon café qui est très froid, moi, maintenant, au bout de 52 minutes. Je vous embrasse et je vous invite à la paix.